Donc aujourd'hui, je vais vous parler du droit français, comme le dit bien le titre, de la place du droit français, de la place du beau-parent dans le droit français. Alors, pour démarrer dans mon introduction, j'ai remis des choses qui ont déjà été dites finalement hier par la collègue américaine. La situation en France était identique, c'est-à-dire que la composition familiale, ça n'a rien de nouveau en France, puisque le veuvage précoce, par exemple au XVIIe siècle, faisait que, bien entendu, il y avait souvent des remariages. Et ce qui est important, je pense, de noter par rapport au droit français, c'est que dans le droit, dans le Code civil, à partir du Code civil, on a quand même un droit qui est marqué par ce qu'on a appelé la haine des secondes noces. Donc vous voyez, c'est quand même assez fort. C'est-à-dire que en France, vous savez, on a un grand principe qui est le principe de conservation des biens dans la famille. Et donc, tous nos règles, enfin beaucoup de règles à l'époque de succession, d'administration légale des biens des mineurs, etc., étaient marquées par ce principe de conservation des biens dans la famille. Et évidemment, le risque de captation du patrimoine par le beau-parent était, pour en tout cas le législateur, un point important. D'où cette dite haine des secondes noces, c'est-à-dire un ensemble de règles qui étaient très défavorables en fait à la nouvelle conjointe. Alors bien évidemment, tout cela heureusement a évolué. À partir des années 60, comme partout, beaucoup dans le monde, bien sûr, la séparation ont augmenté et les familles recomposées ont changé de nature. Et c'est vrai que la présence du parent, donc aujourd'hui toujours vivant, en dehors de la recomposition familiale, est un point extrêmement important, puisque ce parent, depuis 1993, mais surtout la loi de 2002 chez nous, a toute sa place dans l'autorité parentale. On a un grand principe qui est ce qu'on appelle la coparentalité, donc depuis 2002, et c'est tout l'enjeu, en fait, on va le voir ici, de reconnaître à la fois le beau-parent, mais évidemment de ne pas porter atteinte aux droits du parent. Donc, comme on l'a dit également hier, il y a une grande diversité des situations et des aspirations. Bon, j'ai mis une définition du beau-parent. En tout cas, évidemment, c'est toujours la référence à l'absence de lien biologique avec l'enfant avec lequel il vit qui est le point crucial. Sachant qu'aujourd'hui, pour nous, le beau-parent, on entend beau-parent comme le conjoint, donc la personne mariée, le partenaire pacsé, alors pour nous, c'est le pax, c'est le contrat d'union civile, disons, et le concubin. Qui soit aujourd'hui de sexe différent ou de même sexe, peu importe, c'est la catégorie de beaux-parents. Et bien évidemment, dans la famille recomposée, un peu comme on a expliqué hier, il y a aussi bien des enfants de l'un, de l'autre, des deux, ou avec des enfants communs. Donc, une multitude de configurations également. Là, on ne se différencie pas du tout du reste de ce qu'a dit hier la collègue américaine. Donc, quelques chiffres quand même sur la situation en France des recompositions familiales, puisque vous voyez une étude plutôt récente de 2011 qui montre évidemment qu'il y a une augmentation des familles recomposées, enfin je dis évidemment, c'est-à-dire qu'en 2006 on avait 1,2 million d'enfants qui vivaient en famille recomposée, et vous voyez là en 2011, soit 5 ans après, on a 1,5 million d'enfants qui vivent dans une famille recomposée. Donc ce qui correspond à peu près à 1 sur 10... plus d'un enfant sur 10 qui vivent dans 720 000 familles recomposées. Alors, plus globalement, disons, ça représente quand même 11% des enfants mineurs qui vivent dans une famille, sur 13 millions d'enfants, évidemment. Donc, sur ces 1,5 million, vous voyez qu'il y en a 940 000 qui vivent avec un parent et un beau-parent, et en général, dans 80% des cas, c'est évidemment le beau-père. Et les 530 000, ce sont en fait ceux qui vivent avec leurs deux parents, mais qui vivent avec des demi-frères ou des demi-sœurs. Donc des chiffres en augmentation, mais ce que j'ai compris, c'est évidemment la même chose qu'ici. Alors le défi, enfin les enjeux, disons, puisque c'était un peu ça l'objet de ma présentation, c'est bien sûr d'adapter le droit aux nouvelles configurations familiales, donc exactement la même chose que, j'allais dire, le rapport que Alain a présenté, avec un objectif visé qui est l'intérêt de l'enfant. Donc plus précisément, pour moi, je pense que l'idée, c'est de reconnaître juridiquement en fait, le rôle social du beau-parent. L'idée aussi, c'est de faciliter la vie quotidienne des familles recomposées. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est à la fois de valoriser la coparentalité, c'est-à-dire le fait que les deux parents exercent, chez nous on dit exercent en commun l'autorité parentale, tout en permettant et en reconnaissant une place aux beaux-parents. Ce qui n'est pas si simple, vous allez le voir.
Donc la question de la place du beau-parent en droit français, elle n'est pas... Enfin, moi j'ai fait ma thèse en 1996, vous voyez. En fait, depuis, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en France, le débat a été brouillé, j'allais dire, ces dernières années par la reconnaissance des couples de même sexe. C'est vrai qu'on a un peu amalgamé toutes les situations et ça n'a pas fait avancer, j'allais dire, la cause du beau-parent. Parce que, vous le voyez, l'idée quand même qui prévaut, on le sent dans la doctrine et puis au sein des rapports parlementaires, c'est quand même cette peur qu'on a d'empiéter sur les prérogatives parentales, la peur que finalement on n'arrive pas à préserver la mission des parents après leur séparation et qu'on porte atteinte à cette coparentalité en reconnaissant finalement un tiers qui viendrait, entre guillemets, s'immiscer dans la relation parentale. L'autre aspect, c'est la question qu'on s'est beaucoup posée aussi, c'est est-ce que finalement il faut un statut juridique du beau-parent, un statut général, impératif, complet, disons, ou bien simplement lui attribuer des prérogatives circonstanciées en matière d'autorité, par exemple, etc. Donc ça aussi, ça a beaucoup occupé les réflexions de tout à chacun. Donc comme je le disais, depuis, j'allais dire, la fin des années 90, on a quand même une multitude de rapports, de projets de loi qui sont sortis en France sur cette question et qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment totalement, même pas du tout abouti. Cette loi, mise à part, je dirais, donc la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, qui n'était pas une loi forcément sur le beau-parent, mais qui tentait en tout cas d'essayer de résoudre les préoccupations de ces tiers. Alors on ne parlait pas du beau-parent, vous voyez, en tant que tel, et ça va être mon propos, il faisait partie des tiers qui prennent en charge un enfant. Donc on l'avait mis dans la catégorie tiers, comme les parents ou les non-parents, les autres, disons, autres extérieurs à la parenté, les institutions, les assistantes familiales, etc. Il avait la même place. Et bon, cette loi a été un semi-échec pour ceux qui prenaient davantage de place pour le beau-parent en droit, au sens où la seule chose dont on va parler, évidemment, c'est ce qui a été quand même un point positif, il me semble, c'est la délégation partage de l'autorité parentale, qui a été à ce moment-là mise en place. Donc une délégation de l'exercice, on y reviendra, mais pas de disposition spécifique, en fait, aux beaux-parents. Autre évolution législative, malgré tout, c'est dans la loi sur le mariage pour tous, dont vous avez dû entendre parler, du 17 mai 2013 en France, on a une disposition qui est pas passée inaperçue, mais qui est très intéressante, puisque, comme vous le voyez, et notamment ça renvoie aussi aux propositions qui ont été faites chez vous, dans cette loi, on a... Alors, on a toujours eu le droit aux relations personnelles et le droit de visite pour les tiers dans le droit français, mais là, spécifiquement, la loi de 2013, comme elle portait sur le mariage des couples de même sexe, elle a modifié notre disposition sur le droit de visite et elle a en quelque sorte défini le tiers. Alors, c'est amusant parce qu'on le définit alors qu'il est déjà séparé, finalement, du parent, mais elle dit, voilà, il faut particulièrement... faire attention en fait à ce droit aux relations personnelles de l'enfant, lorsque le tiers a résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, qu'il a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et qu'il a noué avec l'enfant des liens affectifs durables. Alors en fait, cette définition, c'est la première fois finalement qu'on définissait ce qui pourrait être finalement correspondre à une définition du beau-parent. Alors, je pense que ça n'a pas été vraiment voulu comme étant une définition du beau-parent, on l'a plus voulu comme une définition qui pouvait coller à celle du coparent, puisque là, en fait, l'idée, c'était plutôt d'attribuer un droit aux relations personnelles à la femme, par exemple, dans le couple de même sexe, qui n'adoptera pas l'enfant, par exemple, et qui n'a pas de lien juridique avec l'enfant. Mais néanmoins, c'est quand même un élément, enfin en tout cas un élément de définition qui m'interpelle et qui m'intéresse. Je pense que c'est quand même une avancée par rapport à la question du beau-parent. On y reviendra à la fin. Donc, toujours dans l'évolution législative, on a eu un gros rapport aussi de recherche ces dernières années, en 2014, qui a été rédigé par Irène Théry et Anne-Marie Leroyer sur la filiation, les origines et la parentalité, qui aborde évidemment la question du beau-parent. Vous le voyez comme étant la reconnaissance d'une nouvelle forme d'attachement
au-delà du lien de parenté. Donc bon, Yann Terry, c'est pas nouveau qu'elle prenne ce lien électif, hein, mais c'est un très beau rapport qui a justement inspiré une proposition de loi dont je vais parler, une proposition de loi relative à l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant qui est en cours de discussion devant le Parlement. Alors, elle est en cours de discussion, je n'ai donc toujours pas adoptée, donc c'est un peu comme chez vous, je ne sais pas si elle verra le jour en réalité, mais néanmoins, je vais vous en parler parce que c'est quand même des avancées qui seraient intéressantes. Alors, moi, je vais vous parler en 2 temps, comme d'habitude, je vais dire. La place actuelle du beau-parent, bon, pas très original, mais et ensuite les évolutions envisagées. Donc, dans la place actuelle du beau-parent, bah, vous savez, c'est comme chez vous, hein, le beau-parent, en fait, il n'est pas rattaché par un lien de filiation à l'enfant, ce qui veut dire, consécutivement, qu'évidemment, il n'a pas de droit d'autorité parentale, il n'a pas le droit d'obligation d'entretien. Bref, en France, évidemment, c'est le lien de parenté ou d'alliance qui est toujours le critère créateur premier des droits et obligations. Et donc, le statut du beau-parent, en n'étant pas rattaché par un lien de filiation, il n'a aucune prérogative. Donc c'est évidemment la possibilité quand même qui est offerte aux beaux-parents, on y reviendra, tout de même d'adopter l'enfant. Il peut devenir donc un parent, finalement, légalement, en adoptant l'enfant de son conjoint. Bien sûr, bon, c'est comme ici, hein, ce n'est pas forcément la solution adéquate pour la reconnaissance du beau-parent, mais c'est une possibilité qui existe, donc je vais vous en dire quelques mots. Et je vous ai mis quand même en dernier lieu que, malgré tout, on voit quand même que notre beau-parent, en droit français, il est tout de même un pourvoyeur d'aliments. J'ai mis indirect ou déguisé, puisque, comme je vous l'ai expliqué, il n'a pas d'obligation alimentaire légale. Malgré tout, il contribue dans les faits, quotidiennement, financièrement, à l'entretien de son bel enfant. Alors, quelques mots d'abord sur l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc, en fait, en France, on a 2 formes d'adoption. On a ce qu'on appelle l'adoption simple, et puis on a l'adoption plénière, comme chez vous. L'adoption simple étant une adoption qui ne coupe pas tous les liens avec la famille d'origine. Au contraire, vous le savez, de l'adoption plénière. Et donc, depuis 2013, ces 2 formes d'adoption sont ouvertes aux couples de même sexe. Alors, en fait, bon, là, j'ai repris quelques slides quand même sur l'adoption plénière, parce que je me suis dit que par rapport à ce que vous connaissez ici au Québec, en fait, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, chez nous, comme elle rompt les liens avec la famille d'origine, vous voyez qu'en fait, elle n'est permise que dans des cas très stricts, qui sont en fait des cas où il n'y a qu'une filiation unilinéaire, ou en tout cas, la filiation soit n'est pas établie, soit le parent a fait l'objet d'un retrait d'autorité parentale, ce qui est la déchéance, soit il est décédé. Et vous voyez, ce qui est peut-être intéressant pour vous, le troisièmement, c'est que lorsque le parent est décédé, s'il y a des ascendants encore présents, l'adoption de l'enfant du conjoint n'est pas possible. En revanche, si les ascendants ne sont plus là, là, ce sera possible, ou si ce sont manifestement désintéressés de l'enfant, bien sûr, là, l'adoption sera possible. Donc, c'est quand même restrictif, l'adoption de l'enfant du conjoint chez nous. C'est vraiment une filiation de substitution, hein, vraiment, parce qu'il n'y avait pas de filiation, notamment paternelle, qu'on va pouvoir adopter plénièrement. Alors, je vous ai mis quand même quelques petites décisions récentes concernant l'adoption plénière. Puisque je vous ai dit c'est l'adoption de l'enfant du conjoint, marié donc, en fait, en France, on refuse l'adoption plénière aux couples de concubins et aux couples de partenaires pacsés. Et vous voyez que le Conseil constitutionnel, là, dans une procédure qui nous est nouvelle, nous dit que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de traduire par l'établissement d'un lien de filiation adoptive la relation de fait existant entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père et sa mère. En gros, je vous ai mis ce que ça veut dire, c'est que les liens affectifs ne suffisent pas. Ce n'est pas parce qu'on a des liens affectifs avec un enfant qu'on va imposer forcément la consécration juridique de ces liens affectifs via l'adoption. Et donc, ici, un refus, en fait, d'ouvrir l'adoption aux couples de concubins ou de partenaires, qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent, peu importe. En fait, c'était à l'origine plutôt ça qui était... pour le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de différence de traitement, ça se justifie. Bon. Ça, c'était sur l'adoption plénière. Maintenant, on a donc la forme de l'adoption simple, comme je disais, qui est une adoption qui ne coupe pas les liens avec l'origine, avec la famille d'origine.
Là aussi, on ne peut pas non plus adopter quand on est partenaire ou concubin l'enfant de l'autre. C'est seulement réservé aux conjoints. Vous le voyez, en fait, on peut le faire, mais techniquement, les effets ne sont pas adaptés et ça transfère l'autorité parentale à l'adoptant et ça prive le parent de ses droits. Donc pas forcément idéal. Donc là aussi, finalement, c'est réservé aux conjoints, cette adoption simple. Et c'est une adoption qui est beaucoup utilisée en France. Alors pour finir, avant de voir ça, justement, il y a une autre forme, puisqu'on parlait tout à l'heure de pluriparentalité. En fait, en droit français, c'est pareil, on refuse la pluriparentalité dans les familles recomposées, au sens où les deux beaux-parents, admettons, ne peuvent pas adopter simplement l'enfant du conjoint en même temps. C'est un peu la course au premier qui adopte. C'est ce que la Cour de cassation a reconnu il n'y a pas longtemps, en disant que là aussi, la vie privée n'interdit pas de limiter le nombre d'adoptions successives. Et donc, vous voyez, ni une commande de consacrer par une adoption, on revient un peu quand même au même raisonnement, tous les liens d'affection fussent-ils anciens et établis. C'est vraiment, en fait, les auteurs disent, cet arrêt, c'est vraiment dire que finalement l'adoption et le droit d'être adopté ou le droit d'adopter n'est pas un droit fondamental. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouvais que c'était quand même important, même si, bien sûr, l'adoption, c'est une voie particulière pour le beau-parent. Donc pour finir sur l'adoption simple de l'enfant du conjoint, vous voyez qu'en fait, l'adoption simple de l'enfant du conjoint, ça sert énormément en France pour adopter l'enfant lorsqu'il est majeur. Vous voyez, je vous ai mis pour des raisons en fait, de transmission patrimoniale, donc successorale, et de transmission du nom aussi, puisque ça permet une fiscalité réduite, comme on est considéré comme le parent, on paye moins d'impôts si on transmet ses biens à son bel enfant. Donc en fait, ici, ça montre que finalement l'adoption, alors hormis la substitution qu'on a vue tout à l'heure, l'adoption, elle est plutôt vécue pour les beaux-parents comme un mode de reconnaissance a posteriori du lien qui a existé peut-être pendant la minorité, mais pas du tout comme un moyen de prendre en charge l'enfant en fait pendant la minorité de celui-ci. Donc voilà l'adoption. Donc s'il ne veut pas devenir un parent, le beau-parent n'a pas beaucoup d'autres voies de secours, si je puis dire. En fait, le droit français le considère comme un tiers. Donc comme n'importe quel tiers, alors ordinaire et puis maintenant quand même un petit peu particulier, mais néanmoins, il est seulement considéré comme un tiers. Bon, malgré tout, ça lui permet quand même de coopérer, dans certaines circonstances, on va le voir avec le parent, et de pouvoir voir cette reconnaissance établie. Il peut aussi avoir un rôle de suppléance quand il y a une défaillance parentale. Et puis, bien sûr, il a un droit aux relations personnelles, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc d'abord, la reconnaissance possible d'une coopération au quotidien. C'est un peu comme ici, l'autorité parentale ne peut pas être dévolue aux beaux-parents par le simple effet de la volonté de son conjoint ou de son partenaire. Il faut ce qu'on appelle une délégation judiciaire de l'exercice de l'autorité parentale. Donc il faut forcément aller voir un juge. L'intérêt, c'est depuis la loi de 2002, on peut ce qu'on appelle faire une délégation donc, et partager l'exercice de son autorité parentale. Donc je vais vous expliquer un petit peu. En fait, pour moi, c'est un nouvel outil quand même pour reconnaître cette fonction parentale, cette délégation. Alors c'est vrai que pour vous, c'est peut-être pas nouveau, mais c'est vrai qu'en 2002, ça a été quand même une disposition intéressante. C'est-à-dire que ça permet aux parents et aux tiers d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant par le biais de cette délégation. Donc de coopérer, et vous voyez, le texte dit pour les besoins de l'éducation de l'enfant. Donc c'était vraiment ça, essayer d'aider à la parentalité via l'intervention du beau-parent. Donc j'insiste là-dessus, on parle, nous, de partage de l'exercice et pas de partage des droits d'autorité parentale. Alors ça peut paraître bizarre, mais finalement, il ne partage que l'exercice tout en n'étant pas titulaire des droits de l'autorité parentale. Et il peut partager tout ou partie, en fait, de l'exercice de l'autorité parentale. Alors nous, en fait, on ne parle plus de garde, surveillance, éducation dans le droit français. On se réfère souvent à ce qu'on appelle les actes usuels et les actes graves. C'est-à-dire que les actes usuels, c'est les actes du quotidien, les actes simples. Et puis les actes graves, c'est ceux qui vont avoir un impact pour l'avenir de l'enfant, qui sont un impact, par exemple, sur son orientation scolaire. Donc on peut partager que les actes usuels ou les actes usuels et les actes graves.
Donc ici, on considère qu'il n'y a pas de... Enfin, par ce biais-là, il n'y aurait pas d'altération des droits parentaux, parce qu'en fait, d'abord, les parents doivent donner leur accord. Donc, pour qu'il y ait délégation, de toute façon, il faut que les deux parents, quand il y a un exercice en commun d'autorité parentale, que les deux parents consentent. Bien sûr, s'il y a un seul parent qui exerce cette autorité seul, il sera seul à décider de déléguer ou pas son autorité. Mais ici, c'est soumis donc à cet accord. Et puis surtout, les parents restent titulaires de l'autorité parentale et le tiers, lui, n'est pas titulaire de cette autorité. Alors on considère aussi que ça garantit le respect de l'intérêt de l'enfant par le contrôle judiciaire exercé. Donc le magistrat va vérifier, en fait, à ce moment-là, si c'est vraiment de l'intérêt de l'enfant qui est cette délégation. Et alors là, je dirais que les espoirs qui avaient été nourris par la loi de 2002 sont un peu retombés à plat grâce à la Cour de cassation en 2010 notamment, dans un arrêt où, enfin 2006 déjà et puis 2010, où en fait la Cour de cassation a dit il faut qu'il y ait des circonstances exceptionnelles pour qu'on puisse autoriser cette délégation partage de l'exercice de l'autorité parentale. Alors, circonstances exceptionnelles, entendues comme le risque en fait, d'impossibilité pour le parent en fait, d'exercer son autorité. Ce qui ramenait finalement la délégation partage de façon... Enfin, oui, ce qui l'a rapproché finalement de l'autre délégation qui existe en droit français, qui est une délégation transfert, où on transfère vraiment tous ses droits et qui servent en fait pour vraiment les situations de défaillance parentale. Et finalement, avec cette notion de circonstances exceptionnelles, on répondait plus vraiment à une aide à la coparentalité. On était vraiment dans l'idée que le parent était défaillant ou allait être défaillant, en tout cas, surtout à ne pas pouvoir exercer son autorité. Bref, il fallait vraiment prouver que la délégation était pour le meilleur, est pour le meilleur intérêt, la meilleure protection de l'enfant. Ça va procurer une meilleure protection à l'enfant. Donc ce qui n'est pas chose facile. Et alors que les juges du fond, eux, notamment dans les couples de même sexe, parce qu'en réalité c'est surtout les couples de même sexe qui ont utilisé cette disposition, à partir du moment où il y avait une vie familiale harmonieuse entre l'enfant et le beau-parent, ils déléguaient l'exercice de l'autorité parentale. Bon, bref, la Cour de cassation a mis le haut là en disant mais la délégation repose certes sur la volonté, mais il y a un contrôle judiciaire. Bon, on a compris. Et bon, c'est pour ça que d'ailleurs certains ont dit la démarche judiciaire, mon Dieu, quelle lourdeur, il vaudrait mieux finalement qu'on puisse déléguer son autorité sans passer par le juge. Bon, donc d'où des propositions. Mais en réalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, elle n'est pas utilisée par les familles recomposées. Elle est utilisée par les couples de même sexe, surtout avant 2013, où là, il n'y avait pas d'adoption. Elle a été utilisée en fait par les femmes dans les couples qui venaient d'avoir un projet parental, parce que ça leur permettait d'avoir des prérogatives juridiques. Donc, on verra, cette délégation va faire l'objet si tout va bien, d'une modification. Maintenant, le beau-parent peut aussi avoir un rôle de suppléance en cas de défaillance parentale. Mais là, en tant que tiers, j'allais dire lambda, il peut assurer la protection de l'enfant. Alors, je vous ai mis tous les articles, mais l'idée, c'est surtout qu'en fait, en tant que tiers, il peut demander à ce que l'enfant lui soit confié en cas de séparation, si l'autre parent, par exemple, est privé de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut donc demander à se voir confier l'enfant. Mais vous voyez déjà dans l'article, on vous dit que le juge peut choisir le tiers dans sa parenté. Donc déjà, est-ce qu'il va considérer que le beau-parent est un parent, au sens parenté? Bon, il peut aussi postuler, j'allais dire, à la prise en charge de l'enfant en cas de retrait d'autorité parentale ou en cas d'assistance éducative, mais comme n'importe quel tiers qui serait intéressé par l'enfant et qui voudrait le prendre en charge pendant cette période, après la mise en œuvre de ces procédures. Alors, un point important, c'est qu'en fait, le tiers, même qu'il soit beau-parent ou pas d'ailleurs, quand il prend en charge un enfant dans ces procédures-là, il n'a que le pouvoir de faire ce que j'appelais tout à l'heure les actes usuels, c'est-à-dire les actes du quotidien. Alors, c'est important, parce que c'est quand même tous les actes au journalier, mais en fait, le problème, c'est que les parents restent titulaires de l'autorité parentale et que c'est à eux de décider
des actes graves qui impliquent l'avenir de l'enfant. Ce qui fait que chez nous, très souvent, on a des situations de blocage lorsque vous avez l'autre parent qui refuse de répondre aux sollicitations ou qui se désintéresse de l'enfant, et finalement, les actes graves ne peuvent pas être pris. Bon, donc je vous ai mis l'intérêt peut-être à ce moment-là, c'est vrai, quand on est dans cette situation-là, c'est pour le beau-parent de demander cette fois-ci une délégation transfert de l'autorité parentale. Mais là, bonne chance, parce qu'il faut quand même prouver le désintérêt du parent, ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale. Donc honnêtement, ça, c'est quand même pas une procédure qui s'utilise et qui est utilisée très fréquemment. En cas de décès du parent, là aussi, on a une disposition qui permet de confier à un tiers l'enfant, même du vivant des parents. Ils peuvent décider avec le juge que ce ne sera pas le parent, enfin l'autre parent, qui se verra confier l'enfant si celui qui fait partie de la famille recomposée décède, mais que ce sera une autre personne, un tiers. Bon, là, c'est quand vraiment les situations familiales sont compliquées. Donc là aussi, en tant que tiers, pourquoi pas, le beau-parent pourrait très bien, en cas de décès, dire voilà, moi je veux bien prendre en charge l'enfant, continuer de le prendre en charge, et donc que ce soit validé par le juge. Là, enfin, en cas de décès, bien sûr, le beau-parent peut devenir tuteur, comme les autres membres de la famille. Bon, l'intérêt, c'est que le parent peut faire une tutelle testamentaire, donc dans son testament, dire, voilà, je désigne comme tuteur mon nouveau conjoint, partenaire ou partenaire pacsé. S'il ne le fait pas, c'est le conseil de famille qui désignera le tuteur. Donc là aussi, tout va dépendre de la pratique et en fait des relations dans la famille. Dernière possibilité, bien sûr, en cas de séparation, c'est ce fameux droit aux relations personnelles en cas de séparation. Donc, depuis 2013, on pourrait dire que ici, maintenant, le beau-parent est un tiers non plus ordinaire, mais un tiers particulier, puisque le texte dit que le tiers, et notamment en particulier celui qui réside de manière stable avec l'enfant, a pourvu à son entretien, à son éducation, et à nouer des liens affectifs durables. Donc nous, on ne dit pas significatif, mais on dit lien affectif durable, peut se voir attribuer un droit aux relations personnelles. Là, c'est un peu comme chez vous. En fait, c'est l'enfant qui a un droit aux relations personnelles. Et ici, contrairement à vous, si j'ai bien compris, en fait, nous, on n'a pas mis sur le même plan les grands-parents et le beau-parent. Les grands-parents ont une présomption que c'est de l'intérêt de l'enfant d'avoir un droit aux relations personnelles, alors que le beau-parent, il doit faire la preuve que c'est de l'intérêt de l'enfant. C'est sur lui que repose cette charge de la preuve que c'est bien de l'intérêt de l'enfant d'avoir des relations avec lui. Ce qui veut dire qu'il doit prouver que le maintien finalement de ces relations est nécessaire à l'équilibre et au développement de l'enfant. Et bon, j'ai regardé quelques décisions chez nous, là, il n'y en a pas beaucoup, mais où le beau-parent, par exemple, se voit rejeter ce droit sur le motif qu'il n'apporte pas la preuve, par exemple, de relations affectives enrichissantes entretenues avec l'enfant. Donc vous voyez, ça c'est quand même beaucoup plus compliqué, évidemment, que quand on a une présomption comme ce que vous avez prévu. Et là, nous, on a quand même un blocage, on le voit bien, entre assimiler le grand-parent, enfin le beau-parent, au même statut que les beaux-parents. Parce que ça fait très longtemps que c'est déjà discuté, et en fait, on voit bien qu'en 2013, ça n'a pas du tout été pris en compte. Et en plus, judiciairement, c'est vrai qu'il y a une application parcimonieuse de ce droit vis-à-vis des beaux-parents, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, les juges sont plutôt réticents à rajouter un nouveau droit de visite notamment, mais c'est vrai que le droit aux relations personnelles, c'est pas que un droit de visite et d'hébergement, ça peut être tout bêtement avoir toujours des contacts avec l'enfant, c'est pas forcément qu'un week-end tous les 36, voilà, il faut qu'il aille chez le beau-parent, mais c'est vrai que c'est quand même souvent conçu comme ça par les magistrats pour finalement ne pas octroyer de droit de visite aux beaux-parents. Donc c'est vrai que la pratique judiciaire, en fait, pour moi, est assez en cause dans cette reconnaissance aussi du beau-parent. Alors malgré tout ça, il est quand même un pourvoyeur indirect d'aliments, c'est-à-dire que pas d'obligation alimentaire, mais en fait, nous, dans notre droit des régimes matrimoniaux, mais je pense que c'est un peu comme vous, on a une fameuse obligation de contribuer aux charges du mariage. Là, c'est évidemment que pour les gens mariés. Et dans cette obligation contribution aux charges du mariage, la jurisprudence a dit que les enfants d'un premier lit font partie des enfants du ménage, donc ils sont englobés dans le ménage. Donc en fait, le beau-parent, il doit contribuer à tous les enfants qui sont dans le ménage.
Donc vous voyez qu'il finalement, ici, il contribue, même s'il n'a pas d'obligation légale. Et puis les dettes d'aliments, quand on a une pension alimentaire, par exemple, à payer à l'égard de d'un enfant d'un premier lit, en fait, ces dettes d'aliments, elles rentrent dans les dettes, on dit définitives, de la communauté. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est moitié-moitié. Ces dettes sont partagées en deux entre les conjoints. Donc finalement, encore une fois, le beau-parent, il contribue pour moitié à la pension alimentaire que le parent verse à un autre enfant. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était indirect, voire déguisé, c'est pas très... comment dire, il n'y a pas de reconnaissance forcément de cette aide alimentaire de façon explicite, alors que c'est le cas dans les faits. Il y a un autre point intéressant aussi, ces dernières années, on a vu la reconnaissance parfois de ce qu'on appelle une obligation naturelle, c'est-à-dire le devoir de conscience qu'aurait un beau-parent d'entretenir son bel enfant, qui va parfois permettre, mais alors vraiment très peu souvent quand même dans la jurisprudence, permettre de se transformer en une obligation civile, une obligation juridique qui permet d'être exécutée de manière forcée. Mais pour qu'il y ait cette transformation entre ce simple devoir de conscience et vraiment une obligation juridique civilement sanctionnée, il faut qu'on arrive à prouver qu'il y a eu un engagement du beau-parent, un engagement unilatéral de, par exemple, pourvoir à l'entretien de l'enfant après sa majorité ou en cas de séparation, etc. Donc honnêtement, ce n'est pas reconnu. Il y a quelques décisions, mais ce n'est pas non plus reconnu de manière très importante. Et puis enfin, si on veut parler aussi de l'argent, dans les pensions alimentaires, ce que je disais hier, en fait, les juges nous globalisent les revenus et les charges du foyer et considèrent que les revenus du beau-parent qui n'a pas d'obligation alimentaire sont quand même intégrés dans les revenus du ménage parce qu'ils permettent de diminuer les charges que prennent du foyer. Donc, ça fait augmenter la contribution, la faculté contributive en tout cas du parent, membre de la famille recomposée. Donc il peut en gros payer plus puisqu'il a moins de charges du fait de sa recomposition. Alors, quelle solution envisager? Première chose, en France, on a rejeté l'idée d'un statut juridique impératif, général, etc. Je vais en dire deux mots. Pour ici, dans la proposition, reconnaître la participation du beau-parent à l'éducation quotidienne. Donc le statut juridique... Pourquoi on l'a rejeté? Parce que d'abord, c'est très difficile de trouver un fondement juridique commun, puisque aujourd'hui, quand même, nous, on essaye de faire en sorte que, en tout cas dans la loi, il n'y ait pas de différence suivant les modes de conjugalité. Donc, la question, c'est finalement, si on fonde sur le mariage, les concubins et les partenaires passifs seraient exclus. Si on fonde sur la vie commune ou la charge ou la notion de charge, les gens disent « Oh, mais c'est très fragile, tout ça ». Donc, bon, fondement juridique difficile à trouver. Ensuite, beaucoup de gens disent un statut impératif général qui aurait un ensemble de droits et d'obligations. D'abord, ça ne répond pas forcément aux aspirations des beaux-parents. Et en plus, c'est vraiment d'une lourdeur importante. Et puis, donc, vous voyez, l'idée, c'est quand même rechercher la souplesse. Et puis, il y a quand même le rôle de la volonté qui, aujourd'hui, est important en droit et sur lequel se fondent, je pense, les propositions qui ont été faites. Donc, dans cette proposition de loi, on reconnaît le rôle du beau-parent dans l'éducation par deux outils qui vont vous interpeller parce que vous avez déjà certains. Le mandat d'éducation quotidienne, ce qu'on appelle, et la délégation partage de l'exercice d'autorité parentale qu'on va réécrire, enfin qui a été réécrite. Donc le mandat d'éducation quotidienne, en fait, on découvre, nous, aujourd'hui, qu'on peut donner mandat à son conjoint, partenaire ou concubin. Bon, l'avantage, c'est que c'est pour tous les modes de couple, qu'on peut donner mandat sur les actes usuels à son beau-parent, qui sera présumé avoir l'accord, en fait, pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Bon, vous voyez qu'il y a quand même une condition, c'est qu'il faut qu'il réside de manière stable avec le parent, et ça dure seulement pour la vie commune. Donc c'est vraiment fait pour le quotidien. Ce mandat, ça permet justement de ne pas avoir à demander d'autorisation ponctuelle, ce serait un mandat permanent, en tout cas pendant la vie commune. Il faut bien voir que ce n'est pas des pouvoirs propres qui sont attribués aux beaux-parents, ils remplacent simplement le parent pour accomplir ces fameux actes usuels. Donc il ne devient pas titulaire d'autorité parentale non plus, il peut juste faire les actes usuels. Alors je vous ai mis qu'il n'y avait pas de liste d'actes usuels chez nous, moi je trouve que c'est une bonne chose, mais il y a quand même un projet de loi qui vise à les définir, bon, et ça reste en fait du travail du juge de dire, voilà, ça c'est un acte usuel, ça c'en est un acte grave, il faut l'accord des deux parents.
Alors, ça permet ce mandat, évidemment, de laisser le choix aux familles. Elles ont envie de donner des pouvoirs aux beaux-parents qui aident, ou elles n'ont pas envie, voilà, elles peuvent choisir. Ça permet, je vous invite de ne plus dépendre de la volonté des institutions. Mais alors, là où le bas blesse, si je puis dire, c'est que dans la proposition de loi, on a prévu l'accord nécessaire des deux parents, et donc de l'autre parent, contrairement à vous. Et en fait, l'idée, c'était de préserver ses droits, etc. Ce qui fait que peut-être que le mandat, finalement, il va tellement dépendre du bon vouloir de l'autre qu'il n'y en aura pas. Et que ça peut aussi mettre en conflit le beau-parent et le parent, qui, jusqu'à présent, ça allait plutôt pas mal, finalement. Et avec ça, ça ira moins bien. Et pour finir, en fait, mon cher directeur de thèse avait proposé, il y a déjà au moins 20 ans, que cette possibilité soit octroyée aux beaux-parents, puisque du fait de notre présomption d'accord qui existe déjà entre parents sur les actes usuels. Donc, en fait, c'est une disposition qui viendra juste confirmer ce qui est déjà possible, mais que personne ne fait chez nous depuis des années. Puisque, en fait, à partir du moment où un seul parent peut passer seul les actes usuels, il décide seul de l'initiative de ces actes usuels. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas décider seul de se faire représenter pour ces actes usuels? Voilà. Donc, c'est à ça que, finalement, le mandat d'éducation quotidienne va consacrer si la loi est adoptée. Enfin, sur la délégation de l'autorité parentale partage, je vous ai dit l'exercice partagé. En fait, je vous ai dit qu'on le réécrivait au sens où aujourd'hui, on conçoit ça non plus comme une décision, un jugement donc du contentieux, mais comme une convention qui sera homologuée par le juge. Donc, ça change un peu la perspective parce qu'en fait, là, le juge va d'abord, on fait disparaître les fameuses exigences de circonstances exceptionnelles. Ça veut dire que ces exigences ne pourront plus être avancées par le juge pour refuser la délégation, puisque le juge, le seul rôle qu'il aura, ce sera de contrôler le consentement du parent. Si les parents le consentement est bien libre, il n'a pas été forcé à déléguer son autorité, et surtout l'intérêt de l'enfant. Donc ici, c'est un changement de perspective puisqu'on est plutôt dans le conventionnel, on va dire, validé par le juge. Mais ça ne change pas le fait que c'est toujours le partage de l'exercice, tout ou partie. Pareil, acte usuel ou acte grave, ou les deux. Donc, accord des parents nécessaire, bien entendu, ici, puisqu'on va partager les actes graves lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale. Alors, j'ai vérifié, parce que du coup, je me posais la question. En fait, je pense qu'on ne peut pas faire, par contre, de délégation d'autorité parentale croisée entre les deux parents et leurs deux beaux-parents. Alors, parce que dans le texte, on nous dit délégation avec un tiers. Bon. Après, c'est l'interprétation, mais c'est vrai qu'il n'est pas mis délégation avec un ou plusieurs tiers. Donc, je pense que quand même, l'interprétation va fermer la porte à une double délégation. Donc voilà, conclusion de tout ça. Comme vous l'aurez remarqué, il y a une faible reconnaissance légale du beau-parent en tant que tel. Dans le Code civil, on ne trouve pas la notion de beau-parent. Bien entendu, il peut être reconnu comme ayant un rôle, comme je vous l'ai expliqué, pendant la vie commune ou surtout aussi en cas de séparation, si le juge reconnaît sa qualité de tiers. Donc ça reste quand même, ça dépend beaucoup finalement de l'interprétation et de l'appréciation plutôt que vont faire les juges de ce beau-parent. Alors c'est vrai que les mentalités changent et ça évolue depuis 20 ans, heureusement. Les magistrats sont plus confrontés à des recompositions familiales et à des situations de beaux-parents qui ont des liens affectifs forts avec l'enfant. Et c'est là-dessus finalement que c'est important pour nous parce que c'est par là que finalement le changement peut arriver si la loi évidemment ne prescrit pas un changement plus important. Alors, s'agissant du comportement du beau-parent qui serait créateur d'obligations juridiques, en fait, on n'a pas, nous, en droit français, cette fameuse relation in loco parentis, là, le fait de se comporter comme un parent. Peut-être, mis à part ce qui pourrait le plus s'en rapprocher, c'est ce que je vous ai dit sur l'obligation naturelle, lorsqu'il s'engage à continuer d'entretenir l'enfant. Mais évidemment, comme c'est de la common law, on n'a pas ce dispositif. Il y a une autre chose qui s'en rapproche un tout petit peu, c'est dans notre législation sociale et fiscale.
Parce qu'en fait, dans cette législation-là, qui sont beaucoup plus, on va dire, pragmatiques toujours, qui sont beaucoup plus concrètes, on a la notion d'enfant à charge. Et en fait, le beau-parent qui prend en charge financièrement un enfant, qui le prouve auprès des services fiscaux ou qui le prouve auprès de la caisse d'allocation familiale, il va pouvoir bénéficier en fait de droits. Il va pouvoir devenir allocataire, par exemple, des prestations familiales. Il va pouvoir déduire des choses au niveau fiscal parce qu'il aura prouvé qu'il avait la charge de l'enfant. Donc charge surtout économique, évidemment, mais pas que, dans la jurisprudence, en fait, relativement à ces législations. Donc, ma conclusion, c'est finalement de me demander si on ne devrait pas généraliser l'insertion légale dont je parlais tout à l'heure du tiers particulier. Parce que finalement, ça permettrait peut-être d'inciter davantage les juges à prendre en considération ce beau-parent qui est présent et de voir que s'il remplit évidemment les conditions qu'on a vues dans l'article sur les droits de visite, l'affection, la vie commune stable, l'entretien, eh bien, il faudrait prendre en considération sa demande, par exemple, de prendre en charge l'enfant. Et on voit quand même que les choses évoluent, puisque dans d'autres, enfin, sur la délégation, il y a des jurisprudences quand même qui disent qu'il n'y a pas de priorité aux parents, finalement, enfin, aux parents au sens les frères et sœurs du parent décédé, et que finalement, c'est le beau-parent qui peut prendre en charge l'enfant. Donc, je pense que les choses évoluent. Bon, là, ça serait sur la pratique judiciaire, en réalité, que ça permettrait de jouer, peut-être. Et puis, symboliquement, ça permettrait de reconnaître quand même que le beau-parent est un tiers particulier, moi, j'ai toujours prôné ça, il y avait quand même une relation, en tout cas au quotidien, que n'ont pas forcément les assistantes familiales ou tous les tiers qu'on avait inclus un petit peu dans le même paquet. Bon, et si on voulait aller plus loin, alors là, c'est de l'expectative complète. L'idée que, notamment, un de mes collègues a proposé, lui, c'était de créer un lien d'intérêt réciproque. Pourquoi on ne pourrait pas finalement envisager en droit de créer un lien familial nouveau, un lien familial qui serait purement électif, qui serait fondé sur l'affection, la vie commune ou l'entretien, qui serait indépendant, j'allais dire, du lien de parenté au sens où on l'entend actuellement, du lien de filiation. Mais là, ça reste complètement d'une réflexion personnelle et donc à construire. Voilà pour ce que je pouvais vous en dire sur le beau-parent en droit français. Merci beaucoup, Mme Rebourg. Alors, il y a une période de questions qui est prévue. Alors, si vous avez des questions à poser, le même principe. Cette fois-ci, je crois que les 2 micros fonctionnent. Alors, c'est de vous rendre au micro et d'adresser votre question à Mme Rebourg. Alors, ne vous gênez pas. On a une période de 10 minutes réservée pour cette période de questions. Bon. J'imagine que c'était très clair, effectivement. Écoutez, s'il n'y a pas de période de questions, s'il n'y a personne, je vais remercier infiniment. Merci à vous. Mme Rebourg.